commence par vous présenter mes invités de ce soir. Je commence par le plus âgé des deux. Je crois que c'est l'ambassadeur d'Agizima Jean-Marie Vianney, à qui je dis bonsoir et merci d'être venu pour être avec nous ce soir. Bonsoir à tous les deux, à vous et à notre ami Hervé Chezville que j'aperçois dans le coin là. Bonsoir Hervé. Bonsoir, bonsoir. Merci, ambassadeur d'Agizima Jean-Marie Vianney, d'être avec nous. Je suis aussi avec Monsieur Hervé Chezville, que vous connaissez bien sur Radio Mori. Ce n'est pas la première fois qu'il nous arrive. Et c'est quelqu'un qui nous aide quand il est là. Surtout à propos... Bon, je vais dire le thème un peu plus tard. Bonsoir Hervé Chezville et merci. C'est un honneur d'être avec vous ce soir. Bonsoir, c'est toujours avec plaisir. Oui, je disais donc que je suis honoré d'être encore avec vous, vous deux. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que vous êtes tous deux écrivains, que vous avez pas mal écrit sur la région des Grands Lacs, et de façon spécifique sur le Congo, la RDC, le Rwanda, le Burundi. Et donc, le sujet que nous allons traiter, vous allez nous être d'une grande utilité comme connaisseurs, vous qui avez écrit des livres sur la région des Grands Lacs, vous êtes certainement les mieux placés pour nous éclairer sur la situation qui règne actuellement là-bas. Merci donc à vous parce qu'aujourd'hui, vous allez nous aider par votre analyse, votre façon de voir les choses, d'analyser les faits qui sont malheureusement marqués par le conflit, la guerre, les violences. C'est ça l'actualité de la région des Grands Lacs actuellement. Et donc, cette guerre entre les FARDC, l'armée congolaise, et le M23 couplé de RDF, qui se battent pour l'Est de la RDC depuis bien des années, mais spécifiquement ces derniers temps, depuis presque plus de 2 mois, il y a encore la reprise, la recrudescence des combats, de la guerre, que nous allons essayer justement d'analyser parce que si je vous ai appelé à nous aider, c'est parce que cette guerre prend certaines proportions que le gens ordinaire comme moi, les gens ordinaires comme moi, nous ne puissions nous imaginer bien avant. Cette guerre prend des proportions au point de vue opérationnel, opération militaire, au point de vue diplomatie, que peu de gens, des gens comme moi, du moins, avons du mal à nous expliquer. C'est pourquoi donc je vous remercie d'être avec nous. Effectivement, cette guerre, au niveau diplomatique, elle prend des proportions quand même assez étranges et assez nouvelles parce que la question est à l'ambassadeur d'Agizima Jean-Marie Vianney. Le Rwanda, comme on l'a dit, on l'a expliqué, on l'a analysé la fois passée, la semaine passée,
le Rwanda disparaît des radars au niveau diplomatique. Ambassadeur Ndagijima Maraja Marie-Vianney. Merci pour la question. Telle qu'elle est posée, évidemment, j'ai du mal à saisir ce que vous voulez dire exactement, parce que le Rwanda n'a jamais été aussi présent sur les ondes des radios, sur les chaînes de télévision nationales, régionales et internationales, parce qu'on parle beaucoup du Rwanda comme pays agresseur dans la crise qui nous concerne, dans le conflit de l'Est du Congo. Excusez-moi de préciser la question. Effectivement, elle était un peu ambiguë. Par disparaître des radars, je voudrais dire que, comme le président Kagame le disait, que le Rwanda était sur le high table, sur l'avant-garde comme pays modèle, comme gouvernance modèle, comme moralité modèle par les pays étrangers, l'Afrique de l'Ouest, on ne jurait que par le Rwanda, que par Kagame, les organisations internationales, les pays occidentaux et tout ça. Mais je pense que au fur et à mesure que cette guerre avance et que ce qui se cache derrière vient, grâce à vous d'ailleurs, hein, par l'avant et que le monde a ouvert les yeux sur ces actes qui étaient cachés, le Rwanda, l'image du Rwanda déteint de plus en plus. C'est ce que je voulais dire. J'ai voulu dire par cette question. Excusez-moi. Je crois que maintenant c'est fait. D'accord. Effectivement, malheureusement pour notre pays, malheureusement pour le Rwanda, qui de plus en plus perd sa crédibilité, qui montre un visage hideux, qui montre l'image d'un pays violent, agressif, qui ne pense qu'à la guerre, à faire la guerre chez ses voisins, à persécuter ses ressortissants à l'étranger notamment. Ça, c'est beaucoup... enfin, la presse est revenue dessus ces derniers temps, notamment la presse américaine, à travers certaines ONG d'ailleurs, qui décrivent un Rwanda violent, qui ne fait que poursuivre et harceler, persécuter ses ressortissants dans les pays étrangers, qui passent par tous les moyens pour utiliser le mensonge. Utiliser le mensonge et, voyez-vous, en fait, montrer l'image d'un pays où la trahison est à l'honneur. Je ne sais pas si la quatrième image, c'est voulu ou c'est un incident technique. Oui, les auditeurs ne la voient pas. Hein. Vous pouvez la voir. Ah, d'accord, d'accord. Mais je... D'accord, d'accord. Eh bien, donc, je continue. Hein. Je ne serai pas long. Comme c'est une question un peu générale, je m'arrête là. Effectivement, l'image de ce Rwanda-là commence à être partout. Tout le monde sait qui dirige le Rwanda, comment le Rwanda est dirigé. Tout le monde sait que la population rwandaise, les citoyens rwandais, aussi bien au pays qu'à l'étranger, subissent la terreur. Donc là aussi, je peux dire que le Rwanda est quand même assez visible, trop même, trop, négativement visible. Je vais peut-être laisser la place à mon collègue Hervé Chesville pour compléter c'est peut-être que je suis un peu pessimiste, mais c'est l'image que le Rwanda montre aujourd'hui. Dans la presse, quand on en parle, c'est ça. C'est le pays où le gouvernement a enlevé Paul Rusesabagina. C'est le pays où des ressortissants ont été accusés faussement aux États-Unis, qu'ils ont été enlevés vers le Rwanda. D'autres ont été poursuivis
comme génocidaires alors qu'il n'en était rien, alors que c'était des fausses nouvelles. Et le FBI le savait. Depuis 2015, les services de renseignement américains savaient, mais ils n'ont pas voulu révéler cette affaire. Il a fallu des ONG pour approfondir le sujet. Et malheureusement, cela est aussi le cas en France. Ce n'est pas qu'aux États-Unis. En France, en Belgique, c'est la même chose. Les services rwandais jouent utilisent la même politique. Certains gens analysent cette situation. Donc, ils sont surpris de voir que les États-Unis, qui connaissent bien la population, qui ont des institutions, qui ont l'œil sur chaque geste que fait le Rwanda. Vous dites bien qu'ils savaient tout ça depuis 2015, mais maintenant, pourquoi ils mettent cela aujourd'hui à jour? Pourquoi l'Union européenne commence à dire des choses sur le Rwanda qu'ils n'ont pas dit depuis longtemps? Alors, les gens disent, donc, bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai. Vous êtes diplomate de carrière, peut-être que vous avez vu des situations similaires. Les gens disent, voilà, encore, c'est un signe de cette conduite justement de ces pays puissants qui voient que le Rwanda est un pays actuellement à délaisser, à laisser tomber. Alors, ils commencent à publier tout ce qu'ils savaient pour enfoncer le Rwanda et pour avoir vraiment une bonne excuse pour lâcher le Rwanda. Il y a un peu de ça aussi? Très probablement, mais bon, ils n'ont montré jusque-là que le petit sommet de l'iceberg. Le reste est encore enfoui dans l'eau. On verra d'ici quelques temps, quand ils auront compris qu'à force de cacher tout ce que Kagame et les siens ont fait, on devient en fait complice actif. Peut-être qu'ils vont sortir d'autres choses. Monsieur Hervé Choseville, vous avez peut-être quelque chose à compléter à ce que l'ambassadeur Jean-Marie Vianney vient nous donner comme introduction à cette image actuelle du Rwanda? Oui, certainement. Pour ma part, j'éprouve une extrême lassitude de toujours devoir répéter la même chose depuis presque 26 ans. Parce que cela fait 26 ans que Paul Kagame nous sert le même scénario, en tout cas en ce qui concerne le Zaïre ou la République démocratique du Congo. Régulièrement, on a une nouvelle soi-disant rébellion qui n'en est pas une, mais qui est une opération montée de toutes pièces par les services de M. Kagame depuis Kigali, avec parfois même des chefs qui sont citoyens rwandais ou qui ne le sont plus, mais qui l'étaient, qui sont des soldats, des officiers de l'armée patriotique rwandaise ou qui ne le sont plus, mais qui l'ont été. Donc, ces apparitions de rébellion sont répétitives depuis 26 ans. On a eu la FDL, on a eu le RCD Goma, on a eu je ne sais quoi encore, le dernier en date qui est ressorti des oubliettes, parce qu'il avait déjà sévi voici quelques années, c'est le M23, et c'est toujours le même scénario. Donc, j'ai l'impression que Paul Kagame prend vraiment la communauté internationale pour un ramassis d'imbéciles, de toujours nous ressortir le même scénario. Je pense qu'il devrait changer de scénariste, parce que ça devient lassant. Ça devient lassant. Et moi, je suis vraiment fatigué de toujours devoir répéter la même chose, à savoir que ces rébellions ne sont pas des rébellions, que ces rébellions ne sont pas congolaises, même si parfois elles utilisent des prête-noms congolais ou des devantures congolaises,
et que je prends toujours l'image de Madagascar, je dis que si le Congo était une île comme Madagascar, eh bien l'Est du pays serait en paix. Si l'Est du pays subit des agressions, des invasions, des massacres à répétition depuis 26 ans, c'est parce qu'il a une frontière commune avec le Rwanda et également, bien sûr, avec l'Ouganda et le Burundi, mais principalement avec le Rwanda. Donc maintenant, je dirais, ça suffit, ça suffit. Il faut enfin parler clair et net et dire la vérité et dire que ces soi-disant rébellions ne sont que des opérations montées de toutes pièces depuis Kigali. Ça, c'est le premier point que je voulais un petit peu développer. Le deuxième point, quand vous dites que l'image du Rwanda, si j'ai bien compris, du Rwanda de Paul Kagame se dégrade et que Paul Kagame n'est plus dans les petits papiers, comme on dit, des gouvernements occidentaux. Je souhaiterais vous croire, je souhaiterais en être convaincu. Malheureusement, je n'en suis pas encore totalement convaincu. Quand j'entends que la justice allemande et donc les autorités allemandes ont autorisé l'extradition d'un opposant rwandais au Rwanda, quand j'entends que les gouvernements britanniques et danois signent des accords pour pouvoir se débarrasser de leurs indésirables, c'est-à-dire de leurs migrants, barres de fraction, demandeurs d'asile, de pouvoir les fourguer au Rwanda de Paul Kagame tout en payant naturellement le régime de Kigali pour les services rendus. Je me dis que si le Rwanda avait une image aussi détestable que vous semblez le dire, peut-être que la justice allemande aurait davantage hésité avant d'extrader quelqu'un vers le Rwanda, ou peut-être que les gouvernements britanniques et danois n'auraient pas signé de tels accords infamants avec l'une des pires dictatures de ce bas monde. Donc, oui, peut-être que l'image est un petit peu, l'image du régime de Paul Kagame est un petit peu écornée, un petit peu flétrie, mais malgré tout, il continue, j'en suis persuadé, à disposer de puissants soutiens en Occident, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans les pays scandinaves, en Allemagne, et j'ai honte de le dire, puisque je suis un citoyen français. Depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, eh bien en France aussi, il bénéficie d'un soutien politique d'une part, et toujours, je dirais, d'un soutien médiatique, puisqu'il y a toujours, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la région des Grands Lacs, les médias français, j'ai failli dire s'illustrent. Non, ils ne s'illustrent pas, mais ils se déshonorent en nous ressortant toujours le même disque concernant le scénario, que ce soit le scénario purement rwandais ou le scénario de l'Est du Congo. Certains n'hésitent pas à nous dire que les FDLR sont ceux qui ont perpétré le génocide. Eh bien, alors si c'est le cas, ce sont des grands-pères génocidaires. Or, le peu que je sais du FDLR, c'est que la plupart de ces militants n'ont pas l'âge d'être grands-pères. Donc, je me demande comment ils ont pu perpétrer le génocide alors qu'il ne marchait pas encore ou alors qu'il n'était pas encore né. J'allais ajouter en complément à ce que disait Hervé. Oui, bien sûr, ambassadeur d'Agizima Jean-Marie Vianney. Bien sûr, allez. Est-ce que vous m'entendez là? J'allais ajouter que Hervé Chesville a dit aussi en France, je dirais, aussi et même surtout en France. Hélas. Parce que sur les grands dossiers où le Rwanda est concerné aujourd'hui, la France paraît comme le grand bouclier de Kigali, et Kigali ne s'en cache pas d'ailleurs. Vous savez, au moment où le Rwanda est pratiquement en guerre contre la RDC,
c'est ce moment que la France a choisi pour envoyer une délégation de très haut niveau, une délégation militaire des services de renseignement. Au moment justement où on dénonce la corruption des services américains, le FBI et les autres, l'Interpol, c'est en ce moment que la France envoie une délégation de très haut niveau, le chef des renseignements militaires et autres, non, même pas, de la DGSE, je pense, au Rwanda, semble-t-il, pour signer des nouveaux accords de coopération dans le domaine des renseignements. C'est quand même aussi en ce moment qu'il y a eu une délégation militaire qui devait rencontrer, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, je m'excuse si je n'ai pas bien suivi au quotidien ce dossier, qui devait rencontrer leurs homologues rwandais pour examiner les voies et moyens d'accroître la coopération militaire au moment où le Rwanda est en guerre contre pratiquement la plupart des pays de la région, surtout la RDC. C'est un soutien qui ne se cache pas. C'est un soutien. En tout cas, les Congolais et les autres qui suivent ça de près considèrent que c'est un soutien de la France contre leur pays à eux dans ce conflit. Donc, c'est vraiment dommage. Oui, merci pour ce complément, ambassadeur Ndagijima, Marie Vianney. D'ailleurs, je vous remercie tous les deux d'avoir vraiment montré ce que c'est que bon, l'image qui est un peu écornée ou bon, de ce Rwanda actuellement. Les soutiens, il en a encore et il en aura toujours, je pense, hein, parce que voilà, même quelqu'un intouchable, il trouvera quelqu'un qui le soutiendra. Je pense que le président Kagame aura aussi des soutiens tant qu'il aura certains atouts à leur présenter, et il en a, notamment justement les contrats au Congo ou les minerais qu'il puise là-bas. Je rebondis d'ailleurs sur ce que a dit Hervé Choseville quand il dit qu'il est fatigué chaque fois de dire aux gens que le FPR, parce que dire le Rwanda, parfois c'est un peu exagéré, mais que Kagame et son groupe, son cercle du FPR, depuis presque 28 ans, sont au Congo en train d'y faire la loi, de tuer, de voler, de piller. Je pense que, bon, Hervé Choseville, j'ai intitulé l'émission d'aujourd'hui que la situation prend une autre tournure. Et donc, nous allons voir à cette nouvelle tournure ce qu'elle est, et surtout à propos justement de ce Kagame et son FPR qui ont vraiment mis le Congo, la RDC, à plat. Franchement, au niveau des pillages, au niveau des guerres, au niveau des meurtres et des massacres. Mais je crois qu'il va y avoir une nouvelle tournure. Il y a une nouvelle tournure que prend ces événements, disons, cette attitude. Quand j'entrais au studio, je disais que je me battais avec un petit problème technique, mais en même temps, il y a un tweet qui est tombé et qui me dit justement que la nouvelle tournure est là, parce que ce tweet parlait justement des groupes armés qui ont sévi à l'est du Congo. Donc, qui parle de groupes armés qui ont sévi au Congo, on parle évidemment de Kagame et du FPR. Le tweet vient d'un officiel, ce n'est pas
de n'importe qui, Christophe Mbosso, comme vous pouvez le voir, c'est le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et qui vient d'annoncer justement la résolution de cette institution qui s'est réunie aujourd'hui, qui vient de terminer justement une session, une grande session qui a parlé des choses, en tout cas, qui peuvent un petit peu, je pense, apaiser M. Choseville. Je crois que d'ici peu, son langage aura été compris, je crois. Je n'ai même pas eu le temps de télécharger le communiqué qui parle donc des recommandations. Je vais essayer de manipuler, voir si j'y arrive. Je ne sais pas si vous pouvez lire la recommandation. Il n'y a pas de numéro dessus, mais la date, c'est celle d'aujourd'hui, donc de novembre 2022, portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments des groupes armés terroristes et autres au sein des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale réunie en sa séance plénière, c'est d'aujourd'hui. Je suis, avant même qu'elle se réunisse, moi je le savais. Donc, vous l'avez probablement aussi vu, parce que c'était dans les journaux. Donc, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, vu la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ses articles 22, 23, 24 et 42, considérant l'existence et la recrudescence des groupes armés qui tuent, massacrent, violent nos paisibles citoyens et qui pillent nos ressources naturelles avec la complicité du Rwanda et d'autres pays étrangers dans la partie orientale de notre pays, considérant l'agression imposée à la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise sous le label du groupe terroriste M23, ayant entraîné de nombreuses pertes en vies humaines, exploitation illicite et pillage des ressources naturelles, ainsi que le déplacement massif de plusieurs milliers de nos paisibles compatriotes, exacerbant la situation humanitaire déjà très préoccupante. Considérant que le M23 est un groupe terroriste soutenu par l'armée rwandaise, considérant la détermination des autorités congolaises de bâtir au cœur de l'Afrique une armée forte, patriotique et républicaine capable de défendre l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo et son peuple. Considérant l'urgence et la nécessité de prémunir les forces armées congolaises, la police nationale et autres services de sécurité de l'infiltration et autres conséquences néfastes découlant des processus répétés de mixage et brassage des groupes armés. En attendant l'adoption d'une loi relative, l'Assemblée nationale 1. Déclare le M23 groupe terroriste au regard de l'article 2 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. 2. Interdit au gouvernement de la République de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des forces armées, de la police nationale ou de tout autre service de sécurité des éléments issus des groupes armés qui se sont livrés au kidnapping, au pillage, à l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Des groupes armés qui se sont rendus coupables de violations massives des droits de l'homme, de crimes sexuels, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de massacres,
et de traitements cruels, inhumains et dégradants au préjudice des populations congolaises, qui sont soutenus par des armées étrangères, des trusts et autres opérateurs économiques mafieux. Bosonko Diampoanga Christophe, je vous l'ai dit, donc président de l'Assemblée. Ceci est issu, je pense que c'est un communiqué, mais la loi est en cours d'élaboration, mais d'ores et déjà, ceci est un communiqué donc, qui est à l'étude au niveau de l'Assemblée. Voilà, je voulais justement dire à Hervé Joséville, qui a parlé de RCD Goma, de tous ces groupes qui ont intégré certains éléments dans l'administration ou dans les services de sécurité. Je crois que ceci est un tournant à M. Joséville. Absolument, parce que l'intégration, le brassage et tous ces subterfuges ont permis de manière répétée au Rwanda de Paul Kagame. Moi, je ne dis jamais le Rwanda tout seul, hein, parce que pour moi, le Rwanda, c'est pas Paul Kagame. Mais disons, donc le Rwanda de Paul Kagame, ça lui a permis d'infiltrer l'armée nationale congolaise, qu'on appelle aujourd'hui FARDC. Donc ce n'était qu'un subterfuge. Donc moi, je suis très heureux de lire ce texte de loi qui est en train d'être examiné à l'Assemblée nationale congolaise. Maintenant, les mots ne suffisent pas. Il faut que ça soit suivi des faits. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne et que les leçons précédentes, les leçons répétées depuis 1996 ont été bien apprises, bien méditées et que les mêmes erreurs ne se reproduiront pas. Donc oui, ce texte est un texte de bon sens. Le M23 n'est pas un mouvement rebelle congolais, c'est un groupe armé créé de toutes pièces depuis Kigali, et donc il n'a pas vocation il n'a même pas vocation à entrer en négociation avec les autorités congolaises, et encore moins, bien sûr, à être intégré au sein des forces de sécurité congolaises. Voilà. À moins que l'ambassadeur Ndagijima Jean-Marie Vianney ait quelque chose à dire là-dessus, mais nous pouvons... Non, pas vraiment, sauf que quand même, il y a une petite ambiguïté que j'ai ressentie en écoutant la lecture et en voyant le communiqué défiler. Ils disent les groupes armés. Alors qu'entre-temps, à Nairobi, le gouvernement congolais a accepté de travailler avec certains groupes armés qu'il accepterait. Donc aujourd'hui, il y a des anciens rebelles qui se battent contre le M23 aux côtés de l'armée congolaise. Je suppose que ceux-là ne font pas partie de ces groupes terroristes qui ne vont pas être intégrés alors qu'ils sont peut-être déjà intégrés. Effectivement, comme la plupart de ces groupes, c'est des patriotes qui se sont mis ensemble pour barrer la route au M23 et aux autres groupes venus de l'étranger. Je suppose que M. Bosso et ses collègues du Parlement ont pensé à cet aspect des choses. Autrement, ce serait mal compris par la population qui les voit se battre, même dans Rutshuru. Les rares qui ont fait, qui sont opposés à la guerre du M23, qui ont à un moment donné résisté, ce sont des membres de ces groupes rebelles. Tout à fait, mais au Congo, il existe une multitude de groupes armés. Je ne dirais pas qu'il y a des bons et qu'il y a des mauvais, mais effectivement, il y en a qui sont constitués de patriotes, comme vous l'avez dit, mais malheureusement, le M23
n'est pas le seul groupe que l'on pourrait qualifier de terroriste. En Ituri, vous avez des groupes armés et des milices à base ethnique qui, elles aussi, d'ailleurs, sont manipulées depuis l'étranger, que ce soit Kigali ou Kampala, et qui sont également des groupes terroristes. Vous avez aussi le fameux ADF, dont on ne sait plus trop s'il est ougandais, s'il est toujours ougandais ou s'il est congolais ou entre les deux, ou s'il est djihadiste ou autre. Le M23, l'ADF, c'est également un groupe éminemment terroriste. Donc, je pense que l'étiquette de groupe terroriste ne doit pas s'appliquer seulement au M23, même si, à l'heure où nous parlons ce soir, le danger principal, c'est bien sûr le M23, parce que l'on sait que derrière le M23 se cache Paul Kagame. Alors, j'ai suivi le débat parlementaire qui a précédé la résolution. En réalité, les divers députés qui sont intervenus semblaient ne parler que du M23 et du Rwanda. Maintenant, comme vous le dites, les ADF, tout le monde le sait, c'est un mouvement ougandais à l'origine. Et c'est ce qui a poussé, je suppose, le président Tshisekedi à demander l'aide de l'Ouganda pour les traquer. Donc, là, de toute façon, l'appréciation, c'est entendu dans ce communiqué, l'appréciation reviendra aux autorités congolaises, aux autorités notamment au Parlement qui dira tel groupe est terroriste, tel autre ne l'est pas. Parce qu'il ne précise pas la notion, sauf qu'il se réfère quand même à la convention de l'OUA, oui, c'est ça, de l'unité africaine, l'organisation de l'unité africaine à l'époque, sur le terrorisme. Et il se réfère aussi à l'Union africaine et à l'organisation de l'unité africaine pour ce qui concerne la sauvegarde de l'intégrité territoriale et en réalité des frontières héritées de la colonisation. Sinon, il y aurait des guerres incessantes en Afrique. Je pense que d'y avoir fait référence, c'est une bonne chose. C'est pour dire que voilà, vous avez des principes, nous avons des principes, nous avons des lois, des conventions, appliquons-les. C'est vrai que quand on parle de nouveaux tournants, c'est beaucoup de choses y compris parce que au Congo, ça va très vite. Chaque jour ou chaque demi-journée apporte du nouveau dans le processus. C'est vrai que à Nairobi, ils avaient dit, voilà, d'ailleurs le M23 n'était pas encore aussi, disons, combatif ou combattant que maintenant. À ce moment-là, ils ont dit, si j'ai bien suivi, voilà, tous les groupes armés déposent les armes. Donc, sans aucune exception, qu'ils soient congolais, qu'ils soient les groupes venus d'autres pays, mais qui sont au Congo, tout le monde dépose les armes. Et c'est cette condition, et seulement cette condition, qui déterminera que le groupe est digne de s'asseoir sur la table et d'avoir le soutien d'intégration du gouvernement congolais. Au départ, c'était comme ça. Le M23 y compris. Mais lorsque cette résolution de Nairobi n'était pas encore en négociation, lorsqu'elle était encore en négociation, le M23, lui, au lieu de déposer les armes, a accentué et a pris une grande partie du territoire congolais. Ce qui a fait que les exigences sur d'autres petits groupes, donc, disons, entre guillemets, les groupes qui, eux, ne sont pas une grande menace ou une menace immédiate, ont été un peu oubliés et ils se sont focalisés sur le M23 et le Rwanda, donc RDF.
Voilà. Donc, ça va très vite et l'Assemblée et le gouvernement congolais essayent de suivre avec les résolutions, avec voilà. C'est pourquoi l'émission, je l'ai intitulée un tournant, ça va aboutir à certaines choses de bonnes, on l'espère, pour tout le monde. Voilà. Un élément important que nous oui, ne devons pas occulter, c'est les prétextes. Les prétextes avancés par Kigali, qui, de fait, parle au nom du M23, qui disent, mais vous ne pouvez pas demander au M23 d'arrêter la guerre, alors qu'il y a encore les FDLR chez vous. Et tout d'un coup, ça devient un problème national rwandais. Ce prétexte-là a été en fait mis à nu, aussi bien par le gouvernement congolais, par l'opinion internationale. Tout le monde a compris que le fait de brandir chaque fois la menace, ou plutôt le risque de déstabilisation du Rwanda par les FDLR, que c'était de la fumisterie, comme disent certains, que ça ne tenait à rien, que c'était un mensonge, parce que c'est Kigali même, il n'y a pas très longtemps, qui affirmait que les FDLR avaient été démantelés grâce aux différentes opérations de Kigali, de l'armée rwandaise et de l'armée congolaise, que la FDLR n'existait plus. Et puis tout d'un coup, puisqu'on demande au M23 de se retirer, de retourner au Rwanda ou en Ouganda, eh bien, Kigali brandit de nouveau les FDLR. Un autre élément que moi j'ai observé, c'est le fait que Kigali distille de plus en plus, à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, ils parlent de l'Ouganda. Au moment où nous pensons et nous croyons qu'ils travaillent ensemble, mais chaque fois que à Kigali, une autorité militaire ou politique parle de la question, eh bien, les autorités rwandaises n'hésitent plus à insinuer qu'en fait, le M23 n'est pas parti du Rwanda, mais plutôt de l'Ouganda. Kabarebe l'a dit, il l'a répété. Et récemment encore, à Kigali, on en parle beaucoup. Ils disent, mais après tout, les membres du M23 qui avaient quitté le Congo en 2013, qui sont venus au Rwanda, ils y sont toujours. C'est la branche qui s'était réfugiée en Ouganda qu'on retrouve à Bunagana, à Rutshuru et ailleurs. Ouais, alors on se dit, mais est-ce qu'ils le disent pour gêner les Ougandais ou alors pour brouiller les cartes? Ou alors ont-ils raison? C'est aussi des questions qu'on doit se poser. Mais en fait, c'est pour cacher la réalité. La réalité, c'est que les troupes du M23 sont commandées par des officiers rwandais. Je parle des troupes du M23. Les troupes venues de Kigali, composées de membres de l'APR, RDF, plus quelques membres du M23, effectivement, venus d'Ouganda, mais aussi qui sont venus de Kigali, mais en passant par l'Ouganda, eh bien, c'est cela que Kigali veut cacher. Nous avons les noms des officiers rwandais qui commandent les troupes du M23 sur place au Congo. Mais évidemment, vous avez vu que quand nous avons annoncé les noms de ces officiers, Kigali n'a jamais dénoncé ça, n'a jamais démenti, pardon. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent que ces officiers, effectivement, qui sont très connus, qui ont fait toutes les guerres du Congo, à commencer par celle de 96, qui ont fait la guerre du RCD, la guerre du CNDP, qui ont été en Ituri avec Ntaganda, ensuite à Goma, et aujourd'hui dans le M23, ces officiers, on les connaît. À Kigali, on les connaît. Ils ne peuvent pas démentir le fait que plusieurs militaires rwandais sont rentrés par hélicoptère, vous savez, morts ou blessés. Ça, ce sont des réalités que les gens du Rwanda, que les gens de Kigali, de Kanombe notamment, nous disent. Ils nous disent, hier, on a enterré autant d'officiers, autant de militaires.
Donc ça, ce sont des réalités qu'ils préfèrent couvrir au besoin en accusant leurs alliés ougandais. Vous faites bien de le souligner. Vous faites bien de le souligner, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, parce que c'est vrai que, une seconde, le Rwanda n'a plus d'arguments. Et ils sont prêts à tout inventer, et ils sont prêts à tout exagérer pour détourner justement le regard sur eux. Parce que leur rôle, ils ne peuvent pas le nier. Mais pour un peu noyer leur rôle dans un océan d'arguments, mais qui ne tiennent pas, alors un officiel par-ci, un autre par-là, dit des choses parfois qui ne sont pas fausses, comme vous le dites, mais pour essayer de garder les gens à leur distance, parce que voilà, le rôle du Rwanda est indéniable et il ne peut pas le nier. Euh, on va écouter. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur l'ambassadeur. Euh, Justement, il faut revenir aux questions géographiques. Toute l'habileté de Paul Kagame dans cette dernière opération M23, ça a été de choisir Bunagana. Parce que qu'est-ce que c'est que Bunagana? Il faut le rappeler à vos vidéospectateurs. Bunagana, c'est une localité qui se trouve, enfin c'est une double localité, qui se trouve à la fois en Ouganda et en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu. C'est un des principaux, même si c'est loin d'être le seul, c'est un poste frontière important qui permet le passage entre la RDC et l'Ouganda. Donc, présenté comme ça, il est certain qu'il est facile pour Paul Kagame de dire que l'Ouganda ou de laisser entendre, comme vous l'avez dit, que l'Ouganda est responsable ou serait responsable de cette opération M23 et de la présence du M23 à Bunagana. Mais, et là encore, je reviens à mon cours de géographie, oui, Bunagana est à cheval sur la frontière entre le Congo et l'Ouganda, mais ça se trouve aussi à quelques kilomètres à vol d'oiseau de la frontière entre le Rwanda et le Congo et l'Ouganda. C'est les trois frontières. Donc, il est très facile de s'infiltrer dans la zone tenue par le M23 depuis le Rwanda, même si la ville clé, Bunagana, se trouve effectivement sur la frontière ougandaise. Mais c'est, je dirais, c'est les trois frontières. C'est les trois frontières. Donc, le fait que le siège du M23 se trouve à Bunagana ne disculpe pas du tout le Rwanda, pas du tout. Et malheureusement, dans cette affaire, le fils du président ougandais qui souffre je dirais, de tweetomania, a tweeté un tweet de trop en défendant le M23 et en le présentant comme un authentique mouvement rebelle congolais luttant pour le droit des Tutsis au Congo. Je crois que, enfin, je le cite de mémoire, hein, mais je crois que c'est à peu près ce qu'il a écrit dans son tweet. Je ne pense pas que son père l'ait autorisé à diffuser un tel tweet, mais il l'a fait. Et donc là, effectivement, ça rend service à Kagame parce que ça laisse entendre qu'il y a aussi une implication ougandaise. Maintenant, pour être tout à fait honnête, si le président Museveni souhaitait mettre fin aux agissements du M23 à Bunagana, je pense qu'il lui faudrait une demi-journée pour le faire. Même pas. Il peut très bien asphyxier le M23 en fermant de manière étanche la frontière entre l'Ouganda et la RDC et en postant son armée
à la frontière terrestre entre les deux pays, à Bunagana. Je pense que ça compliquerait beaucoup la tâche du M23 s'il ne pouvait plus, comment dirais-je, se servir du territoire ougandais, soit comme lieu de passage, de transit, soit comme tout simplement comme lieu où l'on peut faire les courses. Parce que je suppose que ces gens-là se ravitaillent, ils mangent comme tout le monde, et que leur ravitaillement vient probablement principalement de l'Ouganda. Donc, encore une fois, si l'Ouganda du président Museveni le souhaitait vraiment, je pense que la nuisance du M23 pourrait être considérablement réduite. Il y a autre chose qui ne disculpe pas le président Museveni ni l'Ouganda, le gouvernement ougandais. Rappelez-vous, quand il avait reçu le ministre Gisaro Alexis, qui est le ministre des Infrastructures au Congo, il a invité les journalistes à l'insu du ministre. Le ministre s'est retrouvé devant la presse en train de discuter des affaires d'État avec le président Museveni. Et il n'avait pas d'échappatoire possible. Et à la fin, le président Museveni a dit, écoutez, vous savez, pour gagner une guerre, il faut que cette guerre soit juste. Et c'était fini. En fait, il voulait dire que la guerre contre le M23 n'était pas une guerre juste. Et il a conclu en disant, dans ce cas-là, il faut négocier, il faut vous asseoir ensemble et négocier parce que la guerre n'est pas juste. Parce que si la guerre était juste, effectivement, vous pourriez conclure à la guerre, prendre l'option guerre, mais comme ce n'est pas le cas, je suggère que les Kenyans viennent pour s'interposer entre les forces armées congolaises et le M23. En fait, ainsi, en disant que les Congolais ne menaient pas une guerre juste contre le M23, c'était pour dire que le M23, de son côté, se battait pour une juste cause. C'est ce qu'il a voulu dire. Et dans ce cas-là, Museveni ne peut pas prendre d'action contre le M23 parce qu'il suppose qu'ils ont une guerre juste, que donc il devrait s'asseoir, dialoguer, négocier et être intégré dans l'armée congolaise. C'est le point de vue de Museveni. La semaine dernière, son fils, le général Muhoozi, avait dit, écoutez, ceux qui me reprochent de faire ces tweets et qui pensent que le président peut m'empêcher de le faire, il a dit, personne ne peut m'empêcher de publier ces tweets. Je suis un adulte et je sais ce que je fais. Vous comprenez? Après tout, s'il a été nommé général il n'y a pas longtemps, c'est que son père a voulu manifester quelque part beaucoup d'estime à son égard, même s'il l'a retiré de rôles actifs, mais il l'a quand même nommé le plus haut gradé, je pense, de l'armée ougandaise, pour le préparer. Et le fils, quelques jours après, il a dit, maintenant je suis prêt à diriger ce pays. Vous imaginez? Il n'est pas dans l'opposition, il est le fils de son père, il sait qu'on le prépare à occuper le poste de président, et il va quand même le dire, lui, je suis prêt à diriger le pays, alors que son père est toujours en activité. Donc, en Ouganda, il y a un peu de confusion entre le père et le fils, avec quelques chantages au passage. Ça ne m'étonnerait pas que le président Museveni soit activement derrière le M23. Et comme Hervé Chosville l'a dit, s'il voulait arrêter cette guerre, en tout cas au niveau de Bunagana, il suffirait de décréter la fermeture de la frontière, par exemple, et d'empêcher le M23 de se mouvoir sur le territoire ougandais. Or, ce n'est pas le cas. Ils vont, ils viennent, ils font des voyages internationaux, nous le savons. Ils ont des passeports ougandais et rwandais, passeports diplomatiques pour les chefs de cette rébellion. En fait, comme ce sont des officiers rwandais, mais aussi quelques officiers d'origine tutsi congolaise, eh bien, ils ont
Museveni les soutient activement par le biais de son fils, qui, il n'y a pas longtemps, était encore le chef d'état-major de l'armée de terre. C'est important à signaler. Voilà, merci. Merci. Merci à vous tous les deux pour les compléments sur cette question de la tournure donc de la situation derrière ce qui est apparent pour nous simples citoyens lambda. Donc, ces politiciens, j'avais préparé la question, hein, elle devait venir un peu plus tard, mais puisque vous y avez un peu, vous l'avez un peu amorcé, je vais vous poser la question de façon très claire et qui peut, de la façon qui peut aider quand même ceux qui nous suivent, parce que avant de préparer l'émission, je fais un sondage pour voir ce que pensent les gens ou les questions qu'ils se posent. Alors, justement, à propos de Museveni père et Museveni fils, hein, à propos de Kagame, hein, qui se renvoie les responsabilités. Il dit, regardez chez l'autre aussi, et l'autre dit, voilà, c'est lui le responsable. Mais vous venez de l'expliquer, et tous, ils ont, disons, une vision commune qui vient d'être justement éclairée au grand jour. Parce que le U23, c'est un groupe, ce n'est plus un secret pour personne, qui lutte pour les Tutsis, pour les... D'ailleurs, j'ai écouté la petite émission éditoriale, le petit éditorial qu'a fait l'ambassadeur d'Egimana, Jean-Marie Vianney, sur sa chaîne YouTube. Donc, ce n'est plus un secret pour personne que ce groupe revendique la totalité ou je ne sais pas, ou en tout cas les intérêts ou la suprématie du peuple Tutsi. Parce que je ne crois pas, d'ailleurs, les officiels congolais le disent, les Tutsis du Congo ne sont pas l'ethnie ou le groupe tribal le moins nanti ou le moins favorisé de tous les groupes du Congo. Ils ont été intégrés dans toutes les institutions du pays depuis encore et encore et encore, tellement qu'ils sont partout et qu'ils ont pu même paralyser toutes ces institutions. Voilà. Et ils ont encore des revendications. Et ils veulent encore être ajoutés encore dans les institutions congolaises. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'ils en font trop? Est-ce que vous ne pouvez pas, deuxième petite question et dernière, vous ne trouvez pas que ces gens-là, à force de s'attribuer l'ethnisme et qu'ils tuent, et qu'ils se battent, et qu'ils volent le sol, le peuple congolais, est-ce qu'ils ne pourront jamais, est-ce qu'ils ne pourront pas, est-ce qu'ils ne vont pas plus tard attirer les ennuis à ceux qui ont la même ethnie qu'eux? Justement. Récemment, d'ailleurs, parce que, oui. Et ce groupe, il faut bien le définir. C'est un groupe de Tutsis. Il existe un groupe de Tutsis suprémacistes qui ne pourront jamais se taire que quand ils seront au top du Congo. Donc, tant qu'ils n'auront pas quelqu'un à la présidence, donc, ils se battront et ils ne laisseront jamais les autres ethnies tranquilles.
qu'est-ce qu'il adviendra? Voilà, je vois que Hervé Choseville a envie Oui, d'en dire quelque parce que chose. attention à ne pas réduire les Tutsis du Congo au M23. Le M23, même si le fils Museveni a décrété qu'il se battait pour le droit des Tutsis au Congo, le M23 n'est nullement représentatif de tous les Tutsis du Congo. Je pense que le M23 est plus représentatif des intérêts rwandais de Paul Kagame que de ceux des Tutsis du Congo. Moi, j'ai vécu dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai connu beaucoup de Congolais rwandophones, dont certains qu'on pouvait naturellement qualifier de Tutsis, même si je ne les ai jamais entendus revendiquer leur appartenance à un quelconque peuple Tutsi. Donc, il y a beaucoup de rwandophones, beaucoup de Tutsis et de Hutus qui vivent parfaitement tranquillement et qui aimeraient qu'on les oublie un petit peu et qui certainement ne sont pas très heureux de voir le M23 s'agiter et massacrer et causer l'exode à nouveau de la population congolaise, quelle que soit l'appartenance ethnique de cette population congolaise. Ça ne peut que leur porter tort, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Ça ne peut que leur porter tort. Donc attention de ne pas tomber dans ce piège et d'assimiler les Tutsis congolais au M23 ou le M23 aux Tutsis congolais. Malheureusement, Hervé Chesville, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Non pas que les Congolais les assimilent aux Tutsis, mais quand vous écoutez, moi je suis les discours, les interviews données par les porte-paroles du M23, notamment le porte-parole politique, qui est un rwandophone qui ne parle même pas le Kinyarwanda du Nord Kivu. Il dit qu'il est du Nord Kivu, mais vraiment, je doute fort que ce soit le cas parce qu'il parle un Kinyarwanda du Rwanda. Une fois, il avait même eu une interview avec des journalistes rwandais qui lui ont dit, mais monsieur, vous êtes sûr d'être congolais parce que vous parlez le Kinyarwanda? Il a dit oui, oui. Il n'a pas expliqué. En fait, ça veut dire qu'il vit au Rwanda probablement depuis. Il a donné le nom de son village, mais il y a beaucoup de Rwandais aussi qui habitent par là. Et il a dit, nous battons pour notre race. Et il a dit, les Tutsis, nous nous battons parce que les Tutsis sont marginalisés au Congo, parce que nous sommes discriminés. Il a développé tout un discours. Il a montré, il a dit, regardez, moi, je ne ressemble pas à mes compatriotes congolais. Eux, ils sont bantous. Moi, je suis nilotique. Et j'étais vraiment effrayé par un tel discours. C'était un discours de provocation. Et quand le même jour ou le lendemain, Kagame répète ce discours, il y a lieu de se dire, mais attendez, Kagame dit que les M23, ils se battent contre la discrimination anti-Tutsi en RDC. Après, il se rend compte qu'il a fait une erreur, il parle des rwandophones. Et les Congolais lui disent, mais parmi ces rwandophones, il y a aussi des Hutus. Pourquoi vous mettez en exergue les seuls Tutsis du Congo? Et c'est un vrai problème. Quand vous culpabilisez, plutôt quand vous victimisez tous les jours, nous sommes persécutés, nous sommes harcelés, nous sommes haïs, nous sommes... À la fin, les autres peuvent se dire, bah, écoutez, si le fait de vous mettre en exergue, de dire que vous n'êtes pas comme nous, que vous ne nous ressemblez pas, pourquoi nous, on ne s'organiserait d'ailleurs pas? Pourquoi nous, on ne s'armerait pas pour vous combattre? Puisque vous dites que vous battez contre les Bantous. Ça, ils le disent clairement, publiquement, tous les jours, que leur guerre, c'est pour, en fait, réduire les Bantous pour que les Bantous les respectent. Eh bien, les Bantous qui sont connus pour un peu leur
gentillesse, un peu trop gentil, un peu mou, comme le disait l'autre, un jour, ils peuvent se soulever aussi et dire, bon, si c'est ça, si vous êtes venus pour nous combattre, eh bien, nous allons nous mettre ensemble aussi pour vous combattre. Et là, ce serait la guerre civile garantie. Il faut vraiment qu'ils changent de discours. Il faut qu'ils changent de discours. Mon éditorial, Kaloïs Simbonga, l'éditorial dont il a parlé tout à l'heure, c'était en Kinyarwanda et c'était l'objectif de dire à nos frères de ne pas trop se victimiser ou victimiser leur groupe. C'est très dangereux. Ça provoque des haines, ça provoque un sentiment de... ceux d'en face se disent, mais dans ce cas-là, nous allons nous mettre ensemble aussi. Parce que si ces gens prennent notre région, ils vont nous massacrer. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai suivi sur une chaîne congolaise, c'est un avocat congolais qui disait que l'objectif du M23 sur Rutshuru, Jomba et toute la région, que c'est pour massacrer les Hutus. C'est un avocat de Kinshasa, mais qui semble vraiment connaître la problématique actuelle, qui l'a dit, et qui incitait les Hutus et les autres tribus de la région à s'armer pour combattre les Tutsis du Nord, qui voulaient dire, ce serait très grave si on en arrivait à un stade pareil. Et malheureusement, lorsqu'il y a une guerre, si on ne fait pas attention au discours, si on ne fait pas attention aux insinuations, si les dirigeants d'un pays voisin ne font pas attention au discours dans la défense qu'ils font pour un groupe donné, eh bien, ça finit par un conflit ouvert entre les groupes, entre les communautés. Oui, il y a un danger parce que je suis aussi ces discours. Il y a des groupes, on les appelle actuellement des espaces Twitter, où il y a des groupes de gens qui discutent. Et une fois que tu as le lien, tu entres dans le groupe, tu peux discuter, tu peux donner tes idées ou pas. Alors, je m'y rends souvent. Je reçois parfois des amis, je reçois parfois des liens par des amis et j'y entre par curiosité. Mais je vous dis souvent, je sors tout de suite parce que je me retiens tellement que il y a des idées, il y a des discussions, il y a parce qu'on invite aussi dans ces groupes de discussion sur Twitter, on invite des Congolais Tutsis qui sont soit au Rwanda ou même qui sont au Congo. Mais ils ne cachent pas justement ce qu'ils veulent. Ils disent, d'ailleurs, celui que vous avez cité aussi, celui-là que vous avez cité, il a dit, nous nous battons pour notre ethnie, pour notre groupe ethnique. C'est sans équivoque. Et il dit, celui qui se bat pour son ethnie, celui qui se bat pour son ventre, pour dire, voilà, avoir des biens, autant de biens qu'il peut, il dit, celui-là, il ne se fatigue pas. Et il se bat jusqu'à la fin. Un tel discours est clair. Ça veut dire, il se bat pour régner sur les autres ethnies. C'est clair. Il se bat pour être plus riche, que son ethnie soit plus riche, qu'il s'accapare les biens au détriment des autres ethnies. C'est clair. Et il se bat pour. Je pense que c'est sans équivoque. Et cette situation peut, ou ces discours, bon, aller jusqu'à le dire publiquement, à l'énoncer publiquement, pourquoi on se bat. Et il se dit, je parle au nom du M23. Bon, je crois que c'est clair. Est-ce que, M. Choseville, je pense que ça peut aller jusqu'à inciter d'autres groupes ethniques
à se défendre ou à prendre, en tout cas, des mesures. Et nous, Rwandais, nous en avons connu l'expérience. Une fois que ça commence, plus personne ne peut arrêter ça. Même la bonne volonté d'un gouvernement. J'étais un administratif d'une ville. Quand la ville s'est mis sens dessus, plus personne n'a pu rien faire. Ce qui risque d'arriver, si rien n'arrête, ces gens-là. Ce ne sont pas tous les Tutsis, hein, vous l'avez bien dit. Hein, ce ne sont pas tous les Tutsis. Les M23, ce ne sont pas. Il y a des Tutsis du Congo qui vraiment disent que le M23, il ne représente pas leurs idées, leur façon de voir les choses. Même au Rwanda, il y a certains Tutsis, comme je vous l'ai dit, dans les discussions, même dans les émissions publiques sur les télévisions, qui font de tels discours. Mais ils ne représentent pas tous les Tutsis du Rwanda. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Mais le fait qu'il soit peu à avoir ces idées, à les présenter, ne peut pas empêcher que les conséquences aillent sur tous les Tutsis, partout où ils sont, malheureusement. Surtout quand c'est dit par des décideurs. Quand Kagame parle et qu'il prétend parler au nom des Tutsis du Congo, quand le général Muhoozi, le fils de Museveni, fait la même chose, et quand le porte-parole politique du M23 répète le même discours, ben, naturellement, les autres mettent ça sur le compte des Tutsis, malheureusement. Et vous avez, dans le dernier communiqué publié ou diffusé par le gouvernement congolais, et même dans le discours du président Tshisekedi, il avait mis les Congolais en garde contre cette tendance à risquer de stigmatiser les rwandophones et les Tutsis parfois. Mais en fait, ce message devrait s'adresser aussi aux rwandophones Tutsis. Il faudrait qu'on leur dise, écoutez, vous faites de la provocation. Vous jouez à la provocation, ne vous mettez pas trop en exergue, ne vous victimisez pas tout le temps, n'inventez pas des discriminations qui n'en sont pas. Ne dites surtout pas que vous n'êtes pas bien représenté dans les institutions du Congo, alors qu'en réalité, vous êtes surreprésenté. Si on devait utiliser cette terminologie, l'affirmative action, ils sont surreprésentés par rapport aux autres ethnies, par rapport aux autres tribus. Donc, il faudrait qu'on leur dise ça aussi, de façon ouverte, sans donner l'impression de les mettre, d'en faire une cible particulière. Et puisque c'est eux qui dénoncent la stigmatisation, qui se plaignent d'être stigmatisés, il faut leur dire aussi, écoutez, de votre côté, ne jouez pas à la provocation. Je pense. Ça pourrait alors donner le sens aussi à... Parce que lorsque Tshisekedi dit ça, alors qu'il ne dit rien à ce groupe qui a quand même attaqué le pays avec la connivence du Rwanda, qui se victimise tout le temps, les Congolais peuvent se dire, ben, notre président, il écoute plus facilement le discours des autres, mais pas de nous, pas des autres groupes tribaux ou ethniques de la région. C'est ce que je pense. C'est pourquoi sur Radio Urumuri, nous faisons des émissions comme celle-ci en français pour que nos amis congolais aussi puissent comprendre ce que les Rwandais pensent, ce que les Rwandais voient. Parfois, les Congolais et surtout les officiels qui ne parlent pas Kinyarwanda ou qui n'ont pas accès sur les informations qui se passent au Rwanda, ils ne savent pas interpréter ou alors ils ne connaissent rien de ce qui se passe. C'est pourquoi nous faisons de telles émissions ici et qui sont publiquement
disons, à l'accès qui sont accessibles à tout le monde. Hervé Chosé-Ville, je disais, bon, c'est d'ailleurs toi qui avais soulevé la question. C'est vrai que on ne doit pas prendre tous les Tutsis comme étant provocateurs, comme étant... C'est pas tous les Tutsis. Il y a un groupe, vous savez, ça a commencé au Rwanda en 1960, dans les années 60, début des années 60. Un groupe qui était au pouvoir, c'est une minorité, une minuscule de Tutsis qui était au pouvoir. Et une fois l'indépendance et la révolution en place, ils n'ont pas voulu rester disons, être comme tout le monde. Ils croient qu'ils ont le droit de régner sur d'autres peuples, d'autres tribus. Alors, quand ils ne règnent pas sur d'autres tribus, ils ne sont pas d'accord et ils se battent tout le temps. C'est depuis ces années-là. Aujourd'hui aussi, il y a de telles personnes au Congo, et notamment derrière le M23. Si, l'ambassadeur vient de le dire très bien, si nous devons voir les provocateurs, donc nous devons voir les provocateurs et les provoquer. Et à eux, tous les deux, il faut un discours de modération. Il faut leur inculquer cette attitude de ne pas provoquer. Si on est provoqué, de ne pas réagir excessivement, oui. Mais il faut parler à tous les côtés, à tous les groupes. J'espère que les membres du gouvernement congolais qui écouteront cette émission, la prochaine fois que le Rwanda ou le M23 mettra sur table les discours de haine, il faudra que le gouvernement congolais directement mette parallèlement à ce que dit les Rwandais, les M23, mette aussi sur la table le risque qu'il y a pour ce groupe de Tutsis à, disons, entretenir de tels discours parce qu'il y a danger. Donc, je crois que si Hervé Chosé-Ville n'a rien à dire à ce propos. Bah, moi, je suis simplement horrifié lorsque j'entends parler, enfin, si j'en crois les propos que vous avez rapportés, de race, d'ethnie, de nilotique versus bantou, etc., etc. En Europe et en France en particulier, c'était des termes, enfin, les termes de race, les termes de... tous ces termes-là étaient très en vogue à la fin du 19e siècle et avant la Seconde Guerre mondiale au 20e siècle. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ont été bannis du langage public. On n'ose plus parler de race. Le mot race, en France, et je pense que c'est la même chose en Belgique et dans les pays voisins, est devenu un mot tabou. On ne l'utilise plus. Alors, et tous les jours en France, on entend des Africains se plaindre du racisme, alors qu'en fait, on n'ose plus parler de race. Dernièrement, il y a eu un scandale à l'Assemblée nationale à cause de propos maladroits d'un député du Rassemblement national qui avait interrompu un autre député qui se trouve qu'il était d'origine congolaise, même s'il est né en France. Donc, ces discours-là ne passent plus en Europe, ils ne passent plus. Et je trouve ça extrêmement triste de voir que certains vont pêcher une terminologie
digne donc des penseurs de la fin du 19e siècle, des penseurs européens de la fin du 19e siècle et des ethnologues ou soi-disant ethnologues de cette même période ou du début du XXe siècle qui découvraient l'Afrique et qui cherchaient à classer les gens en catégories selon la longueur du nez ou selon le degré de clarté de la peau. Je trouve ça absolument effrayant. Donc, et ce qui est extraordinaire, et je pense que ça pourrait même faire l'objet d'un débat spécial, ça d'une émission spéciale, c'est de voir que certains Tutsis, par exemple, sont convaincus d'être des Nilotiques, alors qu'ils ne le sont pas. Parce qu'on leur a inculqué depuis leur plus jeune âge qu'ils étaient des Nilotiques. Moi, les Nilotiques, je les connais, j'ai vécu avec eux. J'ai vécu au Sud-Soudan, j'ai vécu au nord de l'Ouganda, et j'ai connu les vrais Nilotiques, à savoir les Dinka, les Acholi, les Nuer, et j'en passe, ou les Luo au Kenya. Voilà les vrais Nilotiques. Les Tutsis ne sont pas des Nilotiques, même si certains sont convaincus qu'ils le sont. Donc, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je veux simplement faire part de mon émotion lorsque j'entends ce vocabulaire digne de l'époque horrible qui a abouti au nazisme et à la Seconde Guerre mondiale, refaire surface, non pas en Europe, mais au cœur de l'Afrique subsaharienne. Malheureusement, c'est bien le cas, c'est la situation actuelle parce que il faut vraiment écouter les discours de ces mouvements en Kinyarwanda ou en Kinyamulenge, et même en français. Des ministres Banyamulenge qui, dans des interviews, disent, écoutez, nous sommes victimes de notre faciès. Et quand ils disent notre faciès, ils font comme ça. Ministres dans le gouvernement actuel, et qui disent, nous sommes des Nilotiques, nous sommes venus, il a expliqué aux journalistes qu'ils étaient venus d'Éthiopie, et qu'ils sont descendus en suivant le Nil et qu'ils se sont retrouvés à Mulenge. Vous imaginez, c'est une histoire. Ils sont passés par où? Sinon, pas traverser le Rwanda, l'Ouganda et les autres pays qui sont un peu plus au nord. Où seraient-ils passés? Est-ce qu'ils ont été transportés par hélicoptère pour les déposer à Mulenge? C'est une histoire à dormir debout. Mais quelles malheureusement, preuves archéologiques, quelles preuves historiques ont-ils pour avancer de telles absurdités? Aucune. C'est ce qu'ils ont appris, disent-ils. Voilà. Un des ministres a dit, vous savez, en s'adressant à un Congolais de l'Ouest, en disant, on devrait vous apprendre l'histoire que nous, on a appris. On nous a appris que nous étions des Nilotiques, que nous étions sur un territoire où il y avait des Bantous aussi. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes victimes de notre faciès. Parce que nous ne ressemblons pas à eux. Et c'est un ministre qui parle. Je me suis dit, mon Dieu, c'est quand même grave. Hein. C'est quand même grave. Mais si c'est ce qu'ils pensent, ils doivent comprendre que les autres aussi ont le droit de penser autre chose. Voilà. Malheureusement, hein, c'est une information aussi que je donne. Je comprends son émotion à Hervé Choseville. Je connais ses combats à propos justement des discriminations barbares telles que racisme, ethnisme, qui vont jusqu'à des génocides. Bon, je connais ses combats. Je comprends qu'il soit vraiment choqué. Mais pour ce qui est des Grands Lacs, je vous dis, il y a peut-être certaines choses que vous ne connaissez pas, vous les Occidentaux. Permets-moi de te prendre, même si je te prends comme mon frère, mais permets-moi de te voir, et surtout à travers toi, de voir beaucoup de gens à l'Occident qui ne connaissent pas les réalités de cette région. Mais
ce ne sont pas que dans les paroles. C'est ce que je voulais souligner. Ambassadeur d'Eximana Jean-Marie Vianney, elle a dit les paroles provocatrices et tout ça. Mais ce ne sont pas que dans les paroles, Hervé Choseville, malheureusement. Parce que si vous allez au Rwanda, dans les recrutements pour l'armée ou ailleurs, mais c'est malheureusement dans la réalité de la gouvernance du pays. Je n'ai pas, surtout que j'ai des calculs, plutôt des listes, des statistiques. C'est malheureusement dans la vie courante. Donc, il se croit qu'il y a un groupe qui est mieux apte à faire ceci, à faire cela, à faire l'armée, ou à avoir des grades, des hauts gradés dans l'armée, d'un certain groupe ethnique, malheureusement, et qui doit régner sur les autres. Ce ne sont pas que des paroles. En Afrique centrale, nous le vivons. Et c'est pourquoi je dis, c'est très grave. Si on ne s'y met pas à temps, ça risque d'avoir des conséquences vraiment catastrophiques. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce propos. Malheureusement, c'est comme ça. Et comme ça c'est au Rwanda, comme la situation se trouve au Rwanda, ils veulent exporter cette situation au Congo. Je trouve que malheureusement au Congo, ça va être difficile. D'ailleurs, c'est l'objet de notre émission. Je vais vous poser c'est justement cette question-là. Au Congo, le Rwanda devrait revoir ses ambitions au Congo. Parce que ce que les réalités dans les opérations militaires, les réalités dans la situation diplomatique, actuellement, aujourd'hui, au jour où nous faisons cette émission, sont telles que le Rwanda, dans ses ambitions, devrait comprendre que ces visées ne pourront pas être atteintes en RDC. Je pense, je vais vous laisser vous développer donc, dans le sens de l'acceptation de cette façon de voir les choses ou pas, ou vous allez essayer de nuancer par rapport à ce que vous savez, vous qui êtes expérimenté dans la situation et qui suivez l'actualité. Je pense que le Rwanda, compte tenu de la situation actuelle, devrait revoir ses ambitions sur la RDC. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? On commence par... vous pouvez commencer par n'importe qui. Bon, je vais usurper la parole parce que je pense que le test, ça sera Goma, tout simplement. Si le M23, ce qu'à Dieu nous plaise, prend Goma, ça voudra dire que la communauté, j'ai horreur de ce terme, communauté internationale, parce que quand on dit communauté internationale, en fait, on veut plutôt dire les pays occidentaux. Mais ça voudra dire que les pays occidentaux, encore une fois, laissent Kagame faire ce qu'il veut au Congo. Si le M23 n'avance plus, voire même, que j'espère, recule, là, on pourra se dire, ah, il y a quelque chose qui se passe, le vieux scénario resservi régulièrement par Paul Kagame ne passe plus dans les chancelleries occidentales
Et on a fait comprendre à l'homme fort de Kigali que trop c'est trop et qu'il fallait qu'il se calme un peu. Donc c'est pour ça que je dis que le test va venir dans les jours qui viennent. En ce qui concerne l'Ukraine, ces jours-ci, nos grands médias nous disent que le test va être Kherson. Kherson va-t-il tomber? Va-t-il être repris par les Ukrainiens ou pas? Eh bien, je dirais la même chose pour Goma. Goma va-t-elle être prise par le M23 ou pas? Voilà le test, voilà l'élément révélateur de la suite des événements, parce que ça nous permettra de comprendre l'attitude des grandes puissances vis-à-vis de Paul Kagame. Puisque vous parlez de Goma, Hervé Chesville, il faut signaler que depuis hier, je pense, quelques avions de combat de l'armée congolaise sont stationnés à Goma et qu'ils agissent et qu'ils ont commencé à opérer dans les régions occupées par le M23 sur le territoire de leur pays. Même si hier, il y a eu un raté, on ne sait pas ce qu'il y a derrière exactement. En tout cas, il y a un avion ou deux de l'armée congolaise qui aurait survolé ou qui aurait même atterri à l'aéroport de Gisenyi, ou Bukavu, comme on l'appelle. Si on laisse le M23 prendre Goma, ça voudrait dire aussi que la communauté internationale, la région et l'Afrique acceptent qu'il y ait une guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda. Parce que c'est une évidence. Le M23, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est une émanation de Kigali, c'est l'armée rwandaise au Congo. Et donc, si on accepte que l'armée rwandaise occupe Goma, et demain Bukavu, parce que le fameux porte-parole du M23 l'a suggéré aussi, qu'il n'allait pas s'arrêter à si bon chemin, ce sera accepté que le Congo, lui aussi, puisse traverser la frontière. Pas nécessairement par Goma, mais ailleurs. Parce que continuer à penser que le Congo, c'est un pays sans moyens, c'est un pays désorganisé, que c'est une armée qui n'est pas suffisamment motivée, c'est se faire des illusions, c'est un manque de respect à l'égard de ce peuple. Si le M23 prend Goma, ça va déborder. Je suis presque sûr que ça va déborder. Et ça ne va pas s'arrêter à Gisenyi ou à Tchangougou. Penser que le Congo continuerait à se faire violer tout le temps, que le territoire congolais n'aurait plus de sécurité, que le Rwanda aurait tous les droits de venir occuper telle ou telle ville. Goma, ce n'est plus un village, ce n'est plus une cité comme Bunagana. C'est une ville. Et c'est là qu'il y a l'aéroport, notamment. Et ce serait vraiment une déclaration de guerre par le Rwanda contre la RDC. Et le Rwanda devrait, dans ce cas-là, assumer toutes les conséquences de cet acte-là. Mais je ne souhaite pas que Kigali décide de prendre Goma parce que nos populations en souffriraient. Les populations rwandaises seraient les premières, et de toute façon, elles sont sacrifiées, elles l'ont déjà été à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, ce serait une guerre entre les Rwandais, cette fois-ci j'utilise ce terme, et les Congolais. Vous avez vu le mouvement de recrutement. Il y a 3-4 jours, ils ont lancé, après le discours du président Tshisekedi, l'ordre de recrutement ou d'enrôlement de jeunes, de nouveaux militaires. À Goma seulement, il y avait, je pense, 3000 jeunes recrues. À Beni, la même chose, un peu partout au Congo. Et vous pensez que le M23 ou Kigali va juste venir occuper, cueillir la ville sans conséquence? Moi, je pense qu'il y aura une guerre et que ce sont nos populations qui vont en pâtir, malheureusement. Et je reviens au cas de la France. Je reviens au cas de la France parce que les experts français
je pense, sont encore présents au Rwanda maintenant. Les experts des renseignements, les experts militaires en stratégie militaire, des gens connus, des généraux. Il faut qu'en France, on se dise aussi que notre pays a des responsabilités dans ce qui se passe dans cette région. C'est très, très important. Il faut dire que la France soutient le Rwanda militairement, notamment au Mozambique. Même en Centrafrique, s'il y a un semblant de divergence par rapport à Wagner, parce que le Rwanda est du même côté que Wagner, mais en réalité, le Rwanda travaille avec la France dans ce pays-là. Le Rwanda va commencer à travailler avec la France au Bénin. C'est ce qui a été dit, c'est ce que le président Talon a annoncé, et c'est ce que les Béninois nous disent, que sur place, ils observent ce mouvement. Est-ce que la France est prête à assumer cette responsabilité à l'égard du peuple rwandais, à l'égard surtout du peuple congolais et du Congo en tant que pays souverain? Mais à supposer même que la France n'intervienne pas militairement aux côtés du Rwanda, mais c'est l'impression que cela dégage. Au moment où les choses deviennent, s'améliorent, plutôt se détériorent entre le Rwanda et le Congo, voilà que la France donne des signes de soutien au régime de Kigali sur le plan militaire. Ce serait vraiment très, très dommage. Lamentable. Vous venez de bien le dire, hein? Goma, ce n'est pas un village, ce n'est pas une ville. Goma, c'est la capitale du Nord Kivu. Et les Congolais d'hier ne sont pas les Congolais d'aujourd'hui. Ils sont plus que jamais déterminés à puiser leur énergie dans tout le peuple congolais, en tout cas pour défendre leur pays contre les agresseurs. Ce n'est pas comme hier, ce n'est pas comme aujourd'hui. Et la preuve, c'est qu'ils ont rehaussé le niveau de se battre, au niveau des opérations. Je commençais à partager, disons, la situation, un écrit qui relate la situation au combat, un écrit qui est sur page, daté d'aujourd'hui, à 11h59, un écrit qui relate que les FARDC bombardent deux positions stratégiques des M23 à Rutshuru. Il dit, deux violents affrontements sont de nouveau signalés depuis ce matin dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Les forces armées congolaises et FARDC pilonnent au moins deux positions stratégiques des terroristes du M23 à Tchanzu, dans le groupement de Jomba, et à Musongati, une colline située dans le parc national des Virunga. D'après plusieurs sources non encore officielles, les avions de chasse récemment acquis par l'armée congolaise sont mis à contribution pour bombarder les positions rebelles. Les avions de chasse des FARDC viennent d'effectuer les premières frappes sur les positions rebelles d'M23 à Tchanzu et Musongati, dit une source qui ajoute qu'il est difficile de donner pour l'instant un quelconque bilan. Voilà, je vais pas, c'était un court article, mais on dit que ces avions ont fait d'abord des vols de reconnaissance dans les zones sous occupation des M23 et que donc aujourd'hui, ce matin, ils ont frappé et on n'a pas beaucoup de détails, mais il semblerait qu'ils n'étaient pas seuls. Il semblerait qu'ils étaient avec des hélicoptères, plusieurs hélicoptères en appui et les militaires au sol d'infanterie qui vont ratisser les zones. Donc, ils ont rehaussé, c'est ce que je disais, ils ont rehaussé leur façon de se battre, les moyens, et en hommes aussi. C'est par milliers de nouvelles recrues qu'ils vont former
et de façon rapide. Et compte tenu de tout cela, justement, on se dit, mais les M23, les régions qu'ils ont bombardées, ils ont attaqué les M23 par derrière. Je pense pour les empêcher de se replier en Ouganda et au Rwanda. On se dit, mais est-ce qu'il y a probabilité de prendre Goma? Est-ce qu'il y a probabilité tout simplement de rentrer d'où ils sont venus? Là, c'était notre tournant, comme je le disais, au niveau des opérations. Même au niveau disons, du facteur humain, les Congolais ont changé de façon de voir les choses. Les divisions qui étaient au Congo, on a commencé par d'autres groupes armés qui se sont aussi sentis un élan de patriotisme. Ce ne sont pas que. Il y a aussi des politiciens qui se sont dit, voilà, maintenant, on va mettre de côté nos oppositions politiques, on va mettre de côté tout ce qui nous oppose, mais on va d'abord bouter dehors l'ennemi, comme ça, pour utiliser leur terme. Est-ce que, bon, on tend vers la fin de notre émission, mais il faut vraiment qu'on parle de cet aspect-là, de cette tournure, de ce tournant. Est-ce que le Rwanda, compte tenu de tout cela, compte tenu que le Rwanda, lui aussi, la communauté internationale, lui découvre de plus en plus de cadavres dans ces tiroirs, dans ce dossier, est-ce que le Rwanda ne devrait pas vraiment revoir la copie quant au soutien ou alors quant à l'agression au Congo? Voilà. J'ai essayé de donner des éléments en plus pour vous aider un peu à conclure là-dessus et à conclure justement cette émission. On va commencer peut-être par Hervé Choseville et puis à l'ambassadeur Ndagijimana, Jean-Marie Fiané, qui va conclure cette émission. Je pense pour ma part qu'il est illusoire de penser que Paul Kagame va revoir sa copie. Il ne reverra jamais sa copie. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas impossible que les chancelleries occidentales, que certains acteurs africains signalent à Paul Kagame que enough is enough, ça suffit, et que maintenant il faut qu'il arrête un petit peu ces exactions à l'égard de la République démocratique du Congo. Mais Paul Kagame de lui-même ne changera pas, comme Vladimir Poutine ne changera pas vis-à-vis de l'Ukraine. Paul Kagame ne changera pas de position quant à la situation intérieure rwandaise ou quant à ses relations avec les pays voisins et en particulier avec la République démocratique du Congo. Il ne changera pas. Maintenant, il faut que des pressions soient exercées et toute la question est de savoir, est-ce que ces pressions seront exercées ou pas? Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne suis pas convaincu que Washington, que Londres, que Berlin, que Paris, comme l'a dit l'ambassadeur tout à l'heure, nous avons de sérieux doutes vis-à-vis de Paris et de ce que cherche réellement Emmanuel Macron en développant ses relations avec Paul Kagame. Donc, est-ce que tout ce monde-là va changer d'approche avec Paul Kagame? Est-ce que l'Union africaine, est-ce que le Kenya, le Nigeria et encore l'Afrique du Sud vont également
faire comprendre à Paul Kagame que maintenant ça suffit, il faut arrêter. C'est ce que j'espère, c'est ce que je souhaite, mais je n'en suis pas convaincu malheureusement. Et pour terminer, les derniers mots que je voudrais prononcer, c'est des mots d'infinie compassion vis-à-vis de ces populations qui sont une nouvelle fois jetées sur les routes pour fuir la soldatesque lancée à la conquête du Nord Kivu par Paul Kagame. J'ai beaucoup de compassion pour tous ces gens, pour toutes ces personnes âgées que l'on voit sur des images pathétiques, des images déchirantes, que l'on voit avec leurs ballots sur l'épaule, traînant leurs petits-enfants. Ça suffit, ça fait 26 ans que ça dure. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Hervé Choseville pour ce point de vue sur le Rwanda et certaines prévisions, prévoir ce qui peut arriver, ce qui pourrait arriver dans cette situation. Merci aussi pour la conclusion et la compassion pour les gens qui souffrent malheureusement innocemment, alors qui n'ont rien à voir avec les raisons du conflit. Merci, en tout cas, c'est très gentil. Merci de la part de Radio Rumuri et de la part de ceux qui nous suivent. Alors, terminons par l'ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, qui va nous dire aussi comment il voit les choses, l'évolution des choses par rapport aux nouveaux éléments de l'actualité, de la situation, que ce soit les opérations militaires ou que ce soit diplomatie, ce qui risque de se passer. Ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney. Une fois de plus, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un prophète pour deviner ce qui peut se passer demain dans cette région, mais il faut quand même rappeler que cela dure depuis 3 décennies. 3 décennies que les populations de la région souffrent, celles du Rwanda bien sûr, mais aussi et surtout celles de RDC, où il y a eu des millions de morts, où les gens passent leur vie sur les routes avec des bagages sur la tête, en fuyant, en cherchant à se réfugier quelque part comme aujourd'hui. Les populations du Nord Kivu fuient vers l'Ouganda, malheureusement, il n'y a pas d'espace au Rwanda parce que c'est un pays avec lequel ils sont en guerre. Donc il faut que ça finisse, il faut que ça finisse. La réunion de Luanda de samedi dernier avait soulevé un peu d'espoir. Je me disais, si Lutundula et Biruta se sont rencontrés devant le médiateur angolais, s'ils ont promis de relancer le dialogue que les Congolais ne veulent pas de toute façon, puisque leur pays a été agressé, est en guerre, est occupé, et qu'ils vont accélérer la mise en œuvre de la feuille de route du mois de juillet dernier. Laquelle feuille de route? Ils ne se sont jamais entendus, parce que chacun avait sa version. La vraie, puisque c'était celle qui était reprise aussi par le président Lorenzo, eh bien, cette version a été déniée par le président Paul Kagame. Il a dit non, on n'a jamais parlé de ça. Maintenant, est-ce qu'ils se sont dit toutes les vérités? Est-ce qu'ils sont d'accord tous les deux que le cessez-le-feu doit être suivi du retrait du M23? C'est ce qu'on ne nous dit pas. Parce qu'au même moment, nous sommes aujourd'hui mardi, la réunion de Luanda a eu lieu le samedi, et c'est précisément après la rencontre de Luanda que les choses se sont aggravées et accélérées. C'est depuis Luanda
Hier, c'était le lundi, c'est-à-dire 24 heures après Luanda, en fait, après que les ministres se soient séparés, l'aviation congolaise est entrée en action. Ça veut dire, quelque part, que le Rwanda a montré de nouveau de la mauvaise foi dans ce qu'elle dit, d'un côté, et la réalité du terrain. Parce qu'effectivement, au même moment, le M23 progressait et prenait de nouveaux villages. Alors, les Congolais doivent-ils se laisser agresser de cette façon continuellement? Je pense qu'ils ont décidé d'en découdre. Hein. Ils ont décidé d'en découdre. J'ai suivi le débat parlementaire à Kinshasa donc aujourd'hui. Quand vous écoutez les députés congolais, vous dites nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes parce que les députés congolais, en fait, ont tout compris. Ils ont surtout compris le rôle du Rwanda. Ils ont compris aussi le rôle de la communauté internationale, celle que nous appelons communément la communauté internationale. Ils connaissent maintenant leurs amis et leurs ennemis. Et quand vous voyez les avions qui bombardent Rutshuru et les environs, c'est qu'il y a quelque part de nouveaux éléments qui nous échappent encore, mais qui montrent que le Congo ne va pas continuer à se laisser faire. Qui peuvent faire penser que le Rwanda refuse tout retrait du M23. Parce que l'ambiguïté, c'est quoi? L'ambiguïté, c'est qu'on parle de cessez-le-feu, on parle de dialogue entre les deux, le Rwanda et la RDC, on parle de retrait, mais puisque le Rwanda dit qu'il n'est pas sur le territoire congolais, sur le sol congolais, pourquoi et comment le Rwanda va se mettre à la place du M23 pour parler retrait, pour parler cessez-le-feu? Je pense qu'une fois encore, le Rwanda, il joue un jeu où on peut penser qu'il y a de la naïveté, qu'ils parlent et qu'ils font, qu'ils agissent au nom du M23 tout en disant ça ne nous concerne pas. Non, non. La preuve est là. Le Rwanda participe à la réunion de Luanda en tant que parrain, sponsor du M23. Est-ce que cela va être conclu par la paix dans toute la région? Je ne pense pas. Lorsqu'on n'a pas un langage clair, lorsque la voie pacifique n'a pas abouti au résultat qu'attend la population congolaise et la population rwandaise, les deux peuples en fait, eh bien, malheureusement, la guerre risque d'être la seule solution. C'est moi ce que j'entrevois. Nous risquons d'avoir une guerre ouverte entre le Rwanda, l'armée rwandaise, cette fois-ci assumant sa participation au désordre et aux tentatives parce qu'ils sont en train de chasser les populations, en fait. Ils sont en train de chasser les populations pour faire venir d'autres populations. Certains disent que c'est pour une purification. Et avec Chezville n'aime pas le mot ethnique, mais malheureusement, c'est un thème d'ailleurs qui est encore utilisé aussi dans les conventions internationales, notamment sur les crimes contre l'humanité, le génocide. Ça, on parle toujours de race, on parle d'ethnie, on parle de foi ou de religion, on parle de... Voilà. Eh bien, certains sont à l'œuvre pour vider certaines régions du Nord Kivu, du Sud Kivu. On n'en parle pas beaucoup, mais la guerre fait rage dans le Sud Kivu entre l'armée congolaise alliée avec l'armée burundaise contre le raid Tabara qui veut prendre Bujumbura en tenaille. Et donc, la guerre, c'est dans les deux Kivu, en fait. Même si aujourd'hui, on ne parle que du Nord Kivu, même si on n'a pas encore vu les avions militaires congolais intervenir dans le Sud, qui nous dit que demain, ce ne sera pas le cas. Et donc, une guerre est généralisée dans cette région. Voilà, je suis pessimiste. Si le Rwanda ne joue pas franc jeu, le Congo ne peut jouer que son rôle de protecteur de sa terre et de garant de la sécurité de ses populations. C'est au Rwanda de prendre ses responsabilités, d'arrêter son jeu. Ça fait 30 ans
que le Rwanda ne laisse pas le Congo tranquille. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que nos populations vivent une vie tranquille. Mais aussi, on doit compter bien sûr sur l'attitude des pays de la communauté d'Afrique de l'Est. On ne sait pas encore exactement ce que pensent les Kenyans. Il y a des ambiguïtés. L'Ouganda, nous en avons longuement parlé. C'est l'ambiguïté aussi. Le Rwanda, c'est le Burundi. Apparemment, les Congolais sont contents du rôle joué par l'armée burundaise dans le sud, sauf ceux, bien sûr, qui travaillent avec le Rwanda notamment. Espérons vraiment que les choses vont se résoudre dans le bon sens, dans l'intérêt des populations de cette région. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie tous les deux d'avoir été avec nous ce soir dans cette émission. Et en plus, les éclaircissements, la lumière que vous avez apportée sur ce grand sujet non seulement qui va dans l'histoire, mais aussi d'actualité. Les téléspectateurs ou les vidéos spectateurs, je ne sais pas comment Hervé Joseville les nomme, mais ils sont là à nous envoyer beaucoup de messages d'estime à votre endroit. Voilà. Ils ont beaucoup écrit, surtout à notre chat, et souvent, beaucoup de Congolais, en tout cas, si je me fie, disons, à leur nom, à tendance congolaise, Henri Asobo, Christophe Madeyede, peut-être ça peut être rwandais ou ça, Didier Taratibou, Henri Asobo, Gandhi, Yoleke, Bobo, Bibos. Ils sont nombreux, je ne peux pas les citer tous. Wakabeya, Kasongo, Zaïm Ben Zaïm, et beaucoup d'autres. Ils sont nombreux à réagir à vos réflexions, à votre façon de voir les choses, d'analyser cette situation. Ils sont vraiment très satisfaits. Et nous aussi, sur Radio Rumuri, on est vraiment satisfaits de votre prestation de ce soir. Certainement que nous allons encore une fois vous inviter. Comme je l'ai dit pendant l'émission, la situation évolue très vite et il y a à chaque fois des tournants. Ça peut être un après-midi qui change pas mal de choses, ça peut être une journée qui change pas mal de choses. Donc, soyez prêts quand nous allons vous inviter encore une fois pour essayer de nous aider encore une fois. Voilà. Pour ce soir, je vous remercie et vraiment que Dieu vous garde et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.